L'interview. Et oui, l'interview, on est toujours chez Louise avec le Radio Côte, c'est la nuit de la radio. Et là maintenant, on a reçu Pierre dans le studio, on est avec François et on a Ralphagram. Ouais, Ralphagram. Ou Jérôme, comme vous préférez. Jérôme, c'est plus simple à prononcer, mais Ralphagram, ça fonctionne aussi. Ralphagram sur Instagram. Voilà, Ralphagram sur Instagram, mais Jérôme dans la vraie vie. Voilà, on est dans la vraie vie. Donc voilà. Jérôme, enchanté Jérôme pour vous. Alors, bonsoir à tous. Alors moi, donc, je vais vous présenter Jérôme ou Ralphagram, comme vous voulez. C'est vrai que j'ai aussi un peu du mal à prononcer. Il s'est entraîné, hein. Ça fait 3 jours. Devant le miroir, à chaque fois, je m'entraîne un peu et tout. Mais il faut, hein. Moi aussi, je le fais alors très que souvent. c'est pas si compliqué. Merde, bonjour. C'est pas facile. Ouais, mais voilà. Mais non, je pense, j'arrive. Donc du coup, on va commencer un peu. Donc toi, tu es un artiste avant tout. Tu es photographe aussi. Tu fais des photos artistiques aussi. Comment as-tu découvert un peu ce milieu en fait? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir la photo, la photographie? De la photographie. Moi, aussi artistique, hein, parce que. Voilà, ouais, tu peux. Ok, non, mais vas-y, mais je vais. En gros, moi, j'ai commencé à faire de la photo. Si on peut vraiment parler de mes toutes premières photos, c'était quand j'avais 13 ans. Parce que ma maman était passionnée par l'image. Et quand on partait en city trip pour qu'elle puisse faire ses photos, elle me donnait une caméra. Elle me laissait me balader dans une ville. Incroyable. Et elle me disait, ben voilà, ce soir, on regardera les photos que tu as faites. J'ai réalisé des années plus tard que c'était aussi pour pouvoir faire les siennes. C'est ça. Mais, c'est très très chouette et en même temps un peu irresponsable. Voilà, on va laisser un enfant de 13 ans dans une ville. Mais non, elle était jamais très loin. Et voilà, et en fait, j'ai réalisé en fait le pouvoir de l'image aussi. À 13 ans, quand voilà, je suis atteint d'un cancer, j'apprends que j'ai un cancer, toute la société, le regard change. Et moi, je suis avec ma maman et je dis maman, j'en ai marre, il y a tout le monde qui me regarde avec pitié. J'aimerais faire une photo de moi malade, avec ma tête normale et avec un grand sourire. Et donc, je fais un autoportrait. Ma maman m'aide pour ça, je fais une photo, je la partage sur les réseaux. Et le message, en fait, fait des dizaines, des centaines de milliers de vues. Et je réalise en fait le pouvoir qu'on peut avoir de faire passer un message à travers une image. En quelle année ça du coup? Ça c'est en 2010, donc j'ai 13 ans. Donc des dizaines de milliers de vues pour l'époque c'est vraiment énorme. C'était des centaines en fait de milliers de vues, donc, genre le post faisait 100 000 j'aime, etc. Okay. Je sais même pas où il est, mais voilà. Et quelques années plus tard, je commence à faire du théâtre, etc. Je me dis ok, génial, c'est génial. Et en fait, je commence à refaire des autoportraits parce que j'ai besoin de véhiculer des messages. J'ai un look un peu atypique. Tout le monde me dit ouais, mais non, c'est pas possible, tu peux pas vivre de l'art, etc. Et donc, moi je dis mais de toute façon, moi j'ai envie, je fais ce que je veux, etc. Et donc, je commence à faire des autoportraits de moi habillé en princesse, etc. En disant de toute façon, même si je vais être une princesse, laissez-moi devenir une princesse. Et je commence à partager tout ça un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je commence à avoir des gens qui m'appellent, des amis comédiens, etc. qui me disent mais c'est fou, c'est qui prend tes photos? Et je dis moi je fais les photos moi-même dans une petite pièce chez moi, etc. Et je commence à photographier d'autres personnes. Je me retrouve à faire des photos dans un défilé de la même manière. On me dit voilà, j'ai vu que tu faisais des images, etc. Et de plus en plus à l'audace, j'ai commencé à faire un max d'images et c'est devenu mon métier aujourd'hui. Et même moi je trouve il y a un truc qui est hyper touchant aussi dans ce que tu fais. Enfin, je te suis beaucoup sur Insta et quand tu vas aborder des gens, parfois tu as l'impression qu'ils ont l'air malheureux et puis tu vas les aborder et tu vois que tu crées vraiment un contact avec eux et les gens sont super heureux de faire une photo avec toi. Enfin, quelles sont un peu les réactions de ces gens en fait la plupart du temps, parce que tu dois rencontrer des personnes très 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 touchantes. Moi je rencontre des personnes de tous les mondes. Donc je travaille autant avec des gens un peu connus qu'avec des mannequins internationaux, qu'avec des personnes que je croise dans la rue, qu'avec des personnes du milieu du handicap. Et le plus beau compliment qu'on me fait à chaque fois, c'est fou, on sent dans une safe place, on a l'impression on peut être nous-mêmes, on peut enlever un peu nos armures, etc. Et c'est un peu l'objectif de mon travail, beaucoup plus que de la photo, c'est de pouvoir réaliser qu'en fait on est bien plus beau qu'une image, on est bien plus beau qu'un paraître, c'est bien plus que tout ça. Et j'ai énormément, j'ai des milliers d'anecdotes de personnes que j'ai photographiées, que ce soit dans la rue, etc., qui m'ont juste remercié en fait du moment, beaucoup plus que de l'image, notamment quand je suis parti à vélo. Ah oui, à la Louvière où j'ai croisé un gars dans la rue, je lui ai dit écoutez monsieur, je suis désolé, vous êtes magnifique, faut que je vous prenne en photo. C'est trop bien. Et il me dit non. Il me dit non, je dis moi c'est pas possible, on rigole, etc. Et je dis moi je vous trouve magnifique, il faut que je vous prenne en photo. Et là il me regarde avec un regard presque énervé, il me dit vous me trouvez vraiment magnifique. Et pendant 10 minutes je lui explique que oui. Ça doit être assez déroutant de dire désolé, je vous trouve magnifique, je suis obligé de vous photographier. Je comprends que ça doit être. En même temps, c'est hyper beau, en même temps, c'est un peu agressif. Quoi. Mais j'ai pas le désolé, on peut le ressentir comme ça, quoi. Etc.
Et du coup, je dis, voilà, est-ce que ça vous dirait que je vous prenne en photo? Il me dit non. Il revient 10 minutes plus tard. Il me re-regarde, il me dit, vous me trouvez vraiment magnifique? Je dis oui. Pas comme la beauté de tout le monde, etc. Et on commence à discuter. Il me raconte toute sa vie, etc. Et sans savoir rien, moi j'étais habillé, j'étais pendant un voyage à vélo. Et après, il me dit, bon, je veux bien vous prendre en photo. Enfin, je veux bien que vous me preniez en photo. Et à ce moment-là, je le prends en photo, il sourit et il me dit, j'avais plus souri depuis des semaines. Et sachez que c'est la première fois qu'on dit que je suis beau. Wow, et la larme à l'œil, etc. On continue à parler. Et des histoires comme ça, de personnes qui me remercient juste d'avoir posé le regard sur eux un jour. Ça change des vies, ça change ma vie, mais ça change la leur aussi, parce qu'à un moment, ils réalisent qu'ils sont bien plus que leur image. Et qu'en fait, voilà. Et ça, c'est vraiment ton plus beau cadeau, quoi. C'est vraiment pour ça que tu fais ce métier. Moi, je le fais pour ça. Genre, j'ai aucun. Quand je travaille dans la mode ou quoi, ça m'arrive très souvent, même si le modèle il est pas en forme ou autre. Je dis, moi, c'est pas grave, viens, on fait pas de photos, on papote un peu, on prend un café, et on se retrouve finalement à quand même faire les photos parce qu'il y a un besoin de retour sur investissement et de rentabilité pour le client. Mais c'est ma priorité. C'est ma priorité que les gens se sentent bien et qu'on passe un bon moment. Et à ce moment-là, l'image, elle ne peut qu'être belle. Là, pour l'instant, je te dis, moi, je passe un très bon moment avec toi. Génial. C'est trop cool. Bon, je pense qu'on passe Il veut gratter une photo. Ah ouais, moi, c'était pour moi, j'ai pas pris de caméra avec. Je suis vraiment venu. Moi, parfois, je me pointe dans la rue et je me dis, qui sait, on va peut-être te croiser. Peut-être le croiser. Une petite photo. Tu prends plus de plaisir à photographier des inconnus que des personnes dans lesquelles c'est prévu de faire une photo, ou tu trouves quand même un plaisir? Les deux sont très très chouettes, les deux sont complètement différents parce que moi j'aime bien quand il y a un mannequin qui arrive, etc., de déconstruire un petit peu l'image. Donc quand je dis déconstruire l'image, on peut aussi aller plus loin avec quelqu'un qui a l'habitude de poser, etc. On peut vraiment les travailler beaucoup plus. Quelqu'un dans la rue, il y a une responsabilité aussi, c'est que moi je fais en moyenne 1000 images par jour. Il y a des personnes, c'est la première, peut-être la seule fois qui vont être pris en photo. Ouais, et quand tu as des personnes qui me remercient, je pense souvent aussi, ça m'arrive de temps en temps de photographier des grands-parents qui un jour s'en vont, et c'est un investissement finalement, c'est des images, ça permet de marquer un instant, de marquer un moment, et ça c'est tellement riche. Après je prends vraiment du plaisir dans les deux, parce que même avec les mannequins ou avec des modèles ou etc., moi j'aime bien déconstruire l'image, dire ok voilà, toi t'as l'habitude de faire la belle entre guillemets pour des photographes, moi je veux pas ça, viens on s'amuse, viens on s'éclate, et viens on passe un bon moment où on fait tout sauf ce qu'on a l'habitude de faire, et en fait ça redéconstruit tout ça, et on peut vraiment retravailler l'image constamment, c'est génial. Donc il n'y a pas plus de facilité avec un mannequin professionnel? Il y a peut-être même plus de difficultés parce qu'il faut redéconstruire. Si tu veux la belle photo, c'est très facile. Il va faire 50 photos, il sait comment poser sur les 50 photos, ça va être très très simple. Si tu veux aller chercher un peu plus loin, il faut déconstruire le fait que voilà, il y a tous des mannequins. Il faut savoir que son outil de travail, c'est son image. Ça veut dire que tout doit être carré, tout doit être parfait, et c'est très difficile. C'est beaucoup de discussions pour dire voilà, en fait on va essayer d'un peu déconstruire ça, et on va essayer d'un peu travailler ça. Et puis il y a le travail avec des personnes en situation de handicap qui quand finalement ils posent, parfois ils montrent leur plus gros complexe, c'est la première fois qu'ils le montrent à quelqu'un, et moi je le mets au grand jour en 4K dans des fichiers que je peux imprimer en 5 mètres sur 5 mètres. Quel courage. C'est très très difficile, et donc c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup pour qu'il y ait une confiance qui s'installe pour pouvoir finalement être à l'aise devant l'image. Et est-ce que tu crois que c'est grâce à ta maladie que tu as une aussi belle vision du monde, de vouloir rendre les gens heureux en fait Moi, est-ce que ta maladie, tu l'utilises comme une force actuellement en fait? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas savoir que j'étais malade, que un jour j'ai fait partie de l'autre côté. Ça veut dire que moi, du jour au lendemain, en 2010, quand j'avais 13 ans, le regard de la société a complètement changé sur moi. Du jour au lendemain, on m'a dit que j'avais un cancer. 2 semaines après, les traitements, je perdais mes cheveux, je perdais tout ça. Avec la cortisone, je prenais 15 kilos. Et le regard de la société était un regard de pitié. Alors que moi, personnellement, j'ai jamais connu une autre adolescence que celle-là. Ce qui fait que je voyais le regard des gens changer. Et quand je parlais de l'hôpital et de mon vécu dans l'hôpital, les gens me disaient putain, ça devait être horrible. Moi, j'ai jamais vu autant de gens qui avaient envie de vivre et qui se battaient pour vivre que dans des hôpitaux. J'ai jamais vu des gens aussi beaux que dans des hôpitaux, parce qu'en fait, on enlevait tout ça. Il y avait des moments de joie où juste ton camarade de chambre réapprend à marcher après 3 mois dans un lit. Tu te dis mais il n'y a rien de plus beau que ça. Et aujourd'hui, on est là à critiquer sur des images, à critiquer sur des physiques, à critiquer sur plein de choses qui sont tellement futiles, plus qu'un paraître, plus qu'un bonjour, plus que plein de choses très très belles. Et évidemment, du coup, ma maladie m'a permis de prendre conscience de tout ça, parce que
Mais j'étais là, je fais, mais moi la beauté c'est pas un beau corps, c'est pas une belle image, c'est beaucoup plus que ça, c'est tout un paraître. Et ça on l'oublie. On l'oublie trop souvent parce qu'on nous a jamais appris à faire ça. Que depuis tout petit, on nous dit habille-toi comme ça parce qu'il faut faire ci, parce qu'il faut correspondre à une norme. Et le jour où tu deviens hors de la norme, en fait, tu réalises que le regard de la société change sur toi. Et c'est pas, c'est négatif aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de péjoratif. Et moi, mon rêve, c'est de montrer qu'en fait, la différence, c'est magnifique. Est-ce que des fois, tu prends la peine de essayer de photographier tes proches ou pas? Ou bien c'est trop difficile étant donné tout ce que ça Moi, implique? je les photographie. Ouais. Après, je les diffuse pas forcément. Mais j'aime bien les photographier pour faire des souvenirs, etc. Après, j'ai remarqué que mes proches, par exemple, vu que c'est mon travail, mais quand je suis avec eux, j'ai pas forcément envie de prendre une caméra. Ouais. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai commencé à aller dans le photomaton. Ah oui. Il y a 2 projets par rapport à ça. Il y en a un, c'est parce que c'est pour faire vivre des moments, avoir des photos des moments que je vis avec mes proches, parce que j'ai jamais mes caméras, j'ai pas mon téléphone, etc. Et l'autre, c'était tout un travail sur la reconstruction de mon image, parce que je suis passé, mon physique a énormément changé, parce que j'étais malade, etc. Et donc, je fais beaucoup de photos, mais dans les photomatons, avec des caméras un peu pétées à 4h du matin, en attendant le premier train pour rentrer chez soi, etc. Et t'es avec ton meilleur pote, et t'as même pas de caméra, ton téléphone il est plat depuis 3 heures, et tu tapes une photo dans le photomaton. Puis des projets un peu plus, mais c'est beaucoup plus pour du souvenir. Et les cadeaux de Noël gratuits aussi. Après, tu continues à faire des beaux projets aussi, puisque tu es dans l'association Qui Cancer, c'est ça que tu disais. Tu avais marché un moment 130 km, non, pour fêter l'anniversaire. Je voulais fêter donc chaque année Kick Cancer, qui est une organisation dans laquelle je suis patient expert. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je partage mon histoire au niveau national et européen pour pouvoir faire bouger les choses, pour que les personnes qui vivent la même chose que moi aient une meilleure qualité de vie pendant et après les cancers. Après le cancer. Et du coup, ils font une course chaque année. Moi, ça faisait 13 ans que je connaissais le cancer dans ma vie. À savoir que j'ai 26 ans, ça veut dire que après, c'était le plus de la moitié de ma vie. Et donc, je me suis dit, il faut fêter ça. On va arrêter de voir ça comme quelque chose de négatif. Et j'avais un copain, Rafiki, qui avait marché 120. Oui. Moi, ça m'a fait trop éclater. Je me suis dit, en vrai de vrai, 13 ans, fois 10 km, ça fait 130. On va faire des allers-retours entre chez moi et l'hôpital, non-stop, et on va regarder ce que ça fait, si c'est possible ou pas. Mais en tout cas, on va essayer de faire parler la maladie. On va parler de la maladie et on va essayer de le faire de manière symbolique pour un petit peu tourner la page. Et donc on l'a fait, on a marché 37 heures d'affilée, on a fait 130 km. Il faut savoir que j'avais un mois d'entraînement, parce qu'évidemment c'était des projets où tu dis ok, il faut faire ça dans un mois. Et donc on s'est entraîné. Je vais aller faire 2 footings et j'aurais pas le temps de faire mieux. On va aller marcher 2 fois 40 km, on va regarder comment ça se passe, une fois de jour, une fois de nuit, et après faudra assurer. Et t'as assuré? Ouais. Félicitations. Trop bien. Parce que 37 heures quand même. T'as fait combien d'allers-retours du coup J'ai fait 3 allers-retours, donc 3 boucles de 42 km. Très amusant, parce que du coup, quand il y a des genres de projets un peu bêtes, il faut s'entourer des meilleurs. Donc j'étais chercher des experts en ultra trail. Et ils m'ont dit, et quand je parlais de ma préparation, ils m'ont dit, ils savaient pas que j'avais un mois pour le préparer. Et donc ils m'ont dit, super, tu t'entraînes et dans 3 mois tu tentes 40 km. Alors, je dis, non, moi, c'est pas possible. Je fais, dans un mois je dois faire les 130. Il m'a dit, prends des bonnes chaussures. Donc, et du coup, Trax m'a sponsorisé en me disant, voilà, ils ont aimé le projet, ils ont adoré le projet. Donc Trax, qui est un équipementier, m'a dit, voilà, si tu veux pas partir au casse-pipe, t'as besoin du meilleur. Et donc ils m'ont accompagné dans la préparation, dans les conseils, etc., pour savoir comment gérer un effort non-stop pendant 37 heures. T'as dormi pendant ces 37 heures? Je dormais 12 minutes toutes les 3 heures. Waouh, c'est bizarre ça. Tu dormais sur un banc ou Je dormais, le réveil sonnait et je dormais. Est-ce que c'était vraiment des siestes ou bien... Parce que moi en 12 minutes j'ai pas le temps de m'endormir. Je pense que si t'as fait 15 heures de marche, je pense que tu dors. Une grande préparation était du coup ça, apprendre à dormir en 12 minutes. Okay. Donc c'est des exercices de respiration, tu dors pas vraiment. En fait tu peux pas tomber dans un vrai sommeil, parce que si tu rêves avec après 15 heures de marche, tu tombes dans un vrai sommeil. Tu te réveilles pas. Et donc j'avais après les 40 km, je me donnais 40 minutes de pause. Et là, j'avais toujours un de mes meilleurs potes qui était pas loin. Je dis, si je me réveille pas, tu me lèves. Genre, il y a pas de, c'est quoi qu'il arrive, ce projet, il faut le terminer. Et donc, à savoir que de manière très très symbolique, à 22h, donc les derniers 30 km, j'ai un camarade de chambre qui est maintenant à l'armée, qui m'appelle et qui me dit,
j'ai pas de garde ce soir, on les termine et quoi qu'il arrive, je t'amène au point final. J'ai un trou noir des 20 derniers kilomètres, donc mon corps a lâché, il devait lâcher 10 kilomètres avant, mais mon corps a lâché, et en fait j'ai revu des vidéos après où ils étaient là en train de me mettre des pansements autour des pieds, etc. J'étais en train de pleurer dans des couvertures de survie tellement mon corps avait mal, et il m'a fallu 2 semaines pour avoir une prise de conscience de ces 20 derniers kilomètres, donc c'était 5 heures de marche où je n'ai plus de souvenirs de ça, à part les photos et les vidéos. Tu as une histoire vraiment super inspirante. Ouais, moi ça me touche. Je tiens à te dire merci parce que tu es comme venu nous la partager, c'est fantastique. Est-ce que tu peux nous dire sur quel réseau on peut te suivre? Instagram, TikTok un peu de temps en temps, mais c'est Instagram, Rafalgram. Ouais, Ralph, donc comme Ralph Lauren mais avec un F. Ok. Comme Ralph Lacasse. Ralph Lacasse, mais toujours avec un F. Ah mince. Et comme Ralph dans Les Simpsons, avec un F. Belle référence. Et comme Ralph, le film, mais avec un F aussi. Ok, c'est fantastique. Et Agram, Ralph Agram. Et ce week-end, si on va faire un beau geste, on va lécher. Oui, voilà, il faut taper. Donc ce week-end, c'est l'éclair D. Ça veut dire qu'il y a énormément de boulangeries participantes qui offrent leur main-d'œuvre et qui vendent un peu plus cher les. Donc en gros, bref, ce week-end, vous pouvez aller dans des boulangeries participantes et vous achetez des éclairs au chocolat et vous saurez les enfants malades. Voilà, éclairs au chocolat pour sauver des vies, c'est fantastique. Merci beaucoup Ralph Agram, c'était une interview magnifique. Merci pour tes témoignages. Avec grand plaisir.